Bonjour Monsieur Mbelou. Bonjour, monsieur Etienne Nando. Merci de nous retrouver encore une fois de plus cette semaine pour commenter l'actualité congolaise avec nous. Monsieur Mbelou, la situation à l'est du pays de la RDC demeure des plus confuses et nous avons appris que le Rwanda se propose de jouer le rôle de médiateur entre le gouvernement congolais et les rebelles du M23. Y voyez-vous un début de sortie de crise? Monsieur Etienne Nandou, merci pour la question. Je voudrais d'abord vous dire que le Rwanda ne sera jamais impliqué dans la recherche de la solution à la guerre qui secoue notre pays depuis les années 90. Pourquoi? Le Rwanda, c'est de garçons de course aux forces négatives qui cherchent à balkaniser notre pays. Ce garçon de course que nous appelons Rwanda, qui est incarné par Paul Kagame, est une force négative pour notre pays. Je ne vois pas comment un pyromane peut tout d'un coup devenir pompier. Ça, c'est une première réponse que je donne. Une deuxième réponse est liée à tous les rapports qui ont été rédigés sur notre pays, sur cette guerre qui a débuté vers les années 90. Prenons le rapport Gersony. Le rapport Gersony date des années 94. Prenons le rapport Kassem de 2002. Prenons le rapport Mapping de 2010. Prenons les textes rédigés par et les conférences données par le docteur Théogène Rudasingwa. Quand nous réalisons tous ces textes-là, nous nous rendons compte que le Rwanda, avec le Burundi et l'Ouganda, ont commis des crimes contre l'humanité, des crimes de guerre et des actes pouvant s'apparenter au génocide dans notre pays. Ces pays-là n'ont jamais été jugés pour tous ces crimes. Comment voulez-vous qu'à marge de cette justice qui n'a jamais été dite, le Rwanda se propose tout à coup comme chercheur de solutions à la guerre qui secoue notre pays? Non, c'est une diversion, c'est une distraction. Le Rwanda ne peut pas trouver de solution pour notre pays. Notre pays a besoin que la justice juste soit dite sur ce qui s'y passe depuis les années 90. Et jusqu'à ce jour, cette justice juste n'a pas encore été dite. Nous attendons qu'un jour elle soit dite. Et pour ajouter à cette confusion, le gouvernement de Kinshasa accuse maintenant les soldats mutins du mouvement le M23 issu de l'ancienne rébellion Tutsi du CNDP de collusion avec les FDLR, les Forces démocratiques de libération du Rwanda. Que pensez-vous de cette situation? Monsieur Etienne Nando, savez-vous que le porte-parole du gouvernement qui fait cette affirmation-là est un ex-membre du RCD et qu'il joue le jeu du Rwanda? La réponse que j'ai donnée à votre première question aide à pouvoir aborder cette deuxième. Le Rwanda s'est toujours servi de FDLR comme prétexte pour pouvoir envahir notre pays et piller ses richesses du sol et du sous-sol. Quand je dis le Rwanda, je vois ce pays-là et ses parents, les multinationales. Il y en a au moins 85 qui avaient été cités dans le rapport Kassem de 2002. Et c'est le Rwanda qui crée les mutins qui envahissent notre pays. Il y a eu le CNDP, il y a eu le RCD Goma, il y a eu le CNDP, il y a maintenant le M23. J'ai lu un texte hier qui montrait que le M23 travaille en grande intelligence avec Bosco Tanganda. Donc, c'est le CNDP sans Bosco Tanganda ou le CNDP avec Bosco Tanganda, mais en sourdine. C'est
une partie de la réponse. J'ajoute une autre partie de la réponse à votre question. Les FDLR, en dehors du fait qu'elles sont devenues un prétexte pour le Rwanda, les mutins eux-mêmes ont accusé le gouvernement de Kinshasa. Et il faut toujours, quand nous parlons aujourd'hui du gouvernement de Kinshasa, souligner le fait que ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui à Kinshasa ont bénéficié d'un coup d'État administratif après les élections de novembre et de décembre 2011. C'est important à souligner pourquoi. Parce que les véritables résultats de ces élections-là n'ont pas été publiés et comme l'avait dit le cardinal Monsengo, les résultats connus jusqu'à ce jour ne sont conformes ni à la vérité ni à la justice. Donc, ce gouvernement-là a fait un coup d'État administratif après la compilation catastrophique des résultats des élections tels que ça a été fait par la commission dite électorale indépendante. C'est une parenthèse que j'ouvrais pour éviter qu'on donne trop d'importance à ceux qui font office de gouvernement aujourd'hui, parce que ce sont des gens qui sont arrangés pour faire un coup d'État à notre pays et à tous ces mouvements qui avaient milité pour le changement. Cela étant, je disais que les FDLR jouent aujourd'hui le rôle de prétexte au Rwanda, mais aussi au gouvernement de Kinshasa. Quand le gouvernement de Kinshasa accuse les mutins de travailler avec les FDLR, il donne raison au Rwanda pour que le Rwanda revienne chez nous et attaquer ces FDLR-là. Or, il est prouvé aujourd'hui qu'il y a des fausses FDLR, des forces démocratiques pour la libération du Rwanda, qui sont en intelligence avec le gouvernement du Rwanda. Donc, et les mutins et le gouvernement faisant fonction à Kinshasa se jettent mutuellement la pierre, mais ils jouent un même jeu. C'est une façon de dire à Kagame, voilà, tu n'as plus de sous, ou tu n'en as plus suffisamment, tu ne laisses plus les multinationales exploiter suffisamment l'est du pays. Reviens, nous te servons comme prétexte pour que tu viennes davantage piller et tuer les Congolais. Parce que avoir de plus près ce qui se passe à l'est de notre pays, c'est que on veut exterminer nos populations pour que cet espace-là reste vide et qu'il ne puisse servir que de réserve de matières premières, les réserves donc lesquelles les multinationales et les Rwandais viendraient piller et viendraient puiser impunément à l'abri de tous les regards gênants. Donc tuer les Congolais sert à pouvoir évacuer tout cet espace de ses habitants afin que l'est de notre pays ne puisse servir que comme réservoir de matières premières et stratégiques dont les multinationales citées déjà dans le rapport CACEM de 2002 se servent pour leurs besoins, quoi. Mais pour revenir au cas du Rwanda, c'est ici les lieux de se poser des questions sur les rôles effectifs que joue le Rwanda dans cette instabilité permanente qui règne à l'est du pays. Et nous avons appris aussi que le gouvernement congolais aurait à nouveau signé un accord avec Kigali pour procéder à des opérations militaires communes. Qu'est-ce que vous en pensez? Parce qu'il y a certains quotidiens à Kinshasa qui ont même affirmé qu'une fois de plus, le gouvernement congolais se serait fait piéger. Non, le gouvernement congolais ne s'est pas piégé. Ceux qui font office de gouvernants congolais aujourd'hui sont les émanations de l'AFDL comme cheval de Troie ayant permis au Rwanda de pouvoir infiltrer nos institutions républicaines. Les gouvernants de Kinshasa qui ont orchestré le coup d'État de novembre et décembre 2011 jouent à fond leur rôle. Ils travaillent
à la balkanisation économique et politique de notre pays. Ils ont réussi parce qu'ils ont tout vendu. Je pense que vous avez appris qu'ils viennent de vendre 25% de nos forêts à la Jordanie. Ça, c'est ce que nous savons. Mais ce qu'ils ont fait derrière notre dos, qui n'est pas connu, n'a pas encore été étudié de plus près. Donc, demain, nous risquons d'avoir des surprises très désagréables. Donc, le gouvernement, les gouvernants de Kinshasa qui ont orchestré ce coup d'État-là ils vont jouer leur jeu jusqu'au bout. C'est nous qui, pour avoir accepté de jouer le jeu des élections sans la maîtrise de l'appareil qui préparait ces élections-là, c'est nous qui avons favorisé, en quelque sorte, leur jeu. C'est nous qui avons fait qu'ils poursuivent leur jeu jusqu'à ce jour. Donc leur jeu consiste à permettre au Rwanda d'être maître dans l'Afrique des Grands Lacs et de remettre au calendrier grec l'unification de l'Afrique. Il ne faut pas oublier que le Rwanda joue un jeu nocif sur plusieurs registres. Le Rwanda, l'Ouganda, le Burundi et d'autres pays africains cherchent à retarder l'unification de l'Afrique. Parce qu'aujourd'hui, où les pays dont les multinationales exploitent notre pays connaissent des crises multiformes, connaissent des crises économico-financières qu'ils ont créées eux-mêmes au détriment de leur population, ces pays qui se servent du Rwanda, de l'Ouganda et du Burundi pour déstabiliser l'Afrique centrale n'ont pas envie de voir l'Afrique constituer une force qui deviendrait semblable aux pays, à la force créée par les pays de l'Amérique latine, à la force créée par la Chine, à la force créée par l'Inde, à la force créée par la Russie. Ces pays ont peur de l'unification de l'Afrique, alors ils se servent du Rwanda, du Burundi, de l'Ouganda et des Congolais et d'autres collabos qui ont infiltré nos institutions pour pouvoir retarder l'unification de l'Afrique. Donc, ils jouent un jeu qui leur a été dicté et ils le jouent très bien. Malheureusement, la plupart d'entre nous, ceux qui estiment être de l'opposition, n'arrivent pas, par exemple, et les autres forces de changement, n'arrivent pas à analyser cette question en profondeur. Il reste trop superficiel. Voilà pourquoi ces gouvernants issus du coup d'État administratif de novembre et décembre 2011 essayent de s'imposer, de poursuivre leur jeu comme si de rien n'était. Mais la question qu'on peut se poser tout de même, c'est quel serait l'intérêt du gouvernement congolais aujourd'hui à procéder à des opérations militaires communes avec le Rwanda? Est-ce que cela permettrait-il de remettre durablement la paix dans l'est du pays? Mais ce gouvernement, les gens qui font partie de ce gouvernement-là n'ont jamais travaillé pour la paix. Rappelez-vous que le même porte-parole de ce gouvernement qui aujourd'hui dit qu'il s'agit de M. Lambert Mende, c'est de lui que vous parlez. Demande qu'on puisse arrêter M. Tanganda qui parle de mutins qui travaillent avec les FDLR. Rappelez-vous que ce même monsieur avait déjà affirmé que Tanganda était indispensable à la paix dans l'Afrique des Grands Lacs et beaucoup plus précisément à l'est de notre pays. Ce sont des gens qui aujourd'hui disent une chose, demain ils disent le contraire. J'ai déjà dans l'une des émissions cité l'un d'entre eux dont le discours avait été très clair et ce discours, l'extrait de ce discours est cité dans le livre de Charles Onana, ces tueurs Tutsis au cœur de la tragédie congolaise, et ils avaient déjà montré longtemps avant que le Rwanda venait chez nous pour assurer ses aventures économiques et qu'il n'y avait pas de menace de FDLR possible. Mais comme ils savent que nous oublions beaucoup, comme ils savent que nous ne lisons pas beaucoup, comme ils savent que nous ne revenons pas à ce qu'ils ont dit, comme ils savent qu'ils ont créé une peur panique qui fait que nos journalistes puissent s'auto-censurer, ils reprennent des discours inutiles pour
pouvoir poursuivre leur œuvre tout en sachant qu'ils ne seront jamais confondus. Mais Dieu merci, c'est un jeu qui est en train de toucher à sa fin. Ils auront à s'en prendre eux-mêmes l'un de ces 4 matins. Autre chose, le 17 mai 1997, les troupes des Forces démocratiques pour la libération du Congo, AFDL, conduites par Laurent Désiré Kabila, entraient dans Kinshasa. Aujourd'hui, 15 ans après, les quotidiens quinois, les potentiels posent cette question. Les Rwandais et l'AFDL ont-ils vraiment abandonné Kinshasa? Et d'ajouter, qu'est-ce qui a changé de ce qu'on reprochait hier au régime de Mobutu 15 ans après? Rien n'a changé et la situation est devenue même pire. Rien n'a changé dans le chef des gouvernants. Mais si nous pouvons parler de quelques changements que ce soit, c'est dans la prise de conscience des Congolais de la farce qu'a été l'AFDL. L'AFDL a joué le rôle de cheval de Troie pour les forces négatives qui voulaient neutraliser notre pays et afin de permettre aux multinationales de le piller comme bon leur semblait. Et la situation est devenue pire qu'avant. Mais, mon cher frère Étienne Ngandou, cette situation perdure depuis la traite négrière en passant par l'indépendance et les 32 ans de la dictature de Mobutu. Rappelez-vous que France Fanon avait dit que l'Afrique est à la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo. Rappelez-vous que les États-Unis, pour gagner la guerre contre le Japon, ont dû utiliser l'uranium du Congo. Le Congo est un pays hautement stratégique. Il nous sera difficile qu'en nous réveillant un matin, nous nous rendions compte que nous sommes devenus nous-mêmes les acteurs majeurs du destin de ce pays-là. Voilà pourquoi nous devons nous battre de toutes nos forces en essayant le plus possible de ne pas oublier les grandes actions historiques négatives menées contre nous, et l'une de ces actions, c'est la rentrée des troupes de l'AFDL au Congo en 1996-97, parce que ces groupes ont servi de cheval de Troie aux forces négatives utilisant le Rwanda pour déstabiliser le Congo et, ce faisant, retarder l'unification de l'Afrique, parce que, comme je le disais, avec France Fanon, l'Afrique a la forme d'un revolver dont la gâchette se trouve au Congo, et les forces négatives travaillent pour que la gâchette ne puisse, pour que les Africains n'appuient pas sur la gâchette. Dieu merci, beaucoup ont compris qu'ils doivent travailler, appuyer sur la gâchette pour que l'Afrique devienne un grand ensemble uni et puisse se poser et s'imposer dans le concert des continents. Mais pour revenir au cas de l'AFDL, beaucoup de Congolais zaïrois ne seraient-ils pas tentés de regretter aujourd'hui l'époque de Mobutu lorsqu'on observe la situation telle qu'elle est actuellement au Congo? Par exemple, en matière de liberté d'expression, moi je sais que les dernières années de Mobutu, il y avait un semblant de vie démocratique, hein. Les manifestations publiques étaient autorisées à Kinshasa. Mais ce qu'on observe actuellement, on est à 100 lieues de ce qui s'est passé déjà à l'époque. N'oubliez pas que parmi les acquis du Mobutisme, d'ailleurs il y a un acquis du Mobutisme qui nous aide aujourd'hui, c'est l'unité du Congo. À quelque chose malheureusement, c'est vrai que ce monsieur-là a été un grand dictateur, mais il a tant soit peu préservé l'unité du Congo, et c'est cette unité-là qui est le socle de notre patriotisme aujourd'hui. Et au sujet de la liberté d'expression, n'oubliez pas que Mobutu n'a pas, par lui-même, accepté que les Congolais s'expriment. Non. Vous parlez des dernières années de son règne. N'oubliez pas que ce qui s'est passé au cours des dernières années de son règne, c'est le fruit de toute la lutte menée à partir de la conférence nationale souveraine que nous avons connue vers les années 90-92. Il y a eu toute une dynamique qui a secoué le pouvoir de Mobutu, qui l'a fragilisé et qui a permis aux compatriotes de pouvoir user de certains de leurs droits et de certaines de leurs libertés fondamentales. C'est cela qui va aussi arriver avec le pouvoir actuel. Un peuple n'accepte pas indéfiniment
d'être brimé et humilié. C'est notre peuple, à partir de ses fils et filles, qui va finir par réavoir ses libertés qu'il avait acquises de haute lutte pour pouvoir recréer l'espace de vie et de bonheur collectif partagé chez nous. Donc, nous avons repris ou nous avons rejoint la lutte que nous avions menée au début des années 80 et cette lutte va aller s'amplifiant. Ah, parfait. Le lundi 21 mai dernier à Kinshasa, les conducteurs des transports en commun ont déclenché un mouvement de grève et ce mouvement a obligé plusieurs habitants de Kinshasa à se déplacer à pied. Les grévistes protestent contre les contrôles des véhicules effectués depuis quelques jours par certains services de l'État. À la suite de cela, Kabila a convoqué un conseil des ministres spécial pour promettre la commande de 200 bus. Mais dans toute cette situation, une fois de plus, on a comme l'impression d'une navigation à vue de la part d'un gouvernement qui agit toujours après coup et qui n'anticipe rien du tout. Dans cette situation comme dans d'autres, on a l'impression qu'il s'agit tout simplement d'une navigation à vue. Un petit commentaire à ce sujet? Gouverner, dit-on, c'est prévoir. Et la remarque que vous faites prouve que ces messieurs ne sont pas là pour gouverner le Congo. Ils sont là parce qu'ils ont d'autres objectifs à réaliser. C'est la balkanisation économique, la balkanisation politique de notre pays, la vente de notre pays en pièces détachées. Et je vous parlais de 25% de nos forêts déjà vendues à la Jordanie. Les carrés miniers ont été vendus il y a très longtemps, on n'en parle plus, mais des espaces considérables de notre pays ont été déjà vendus. Donc, mais nous oublions rapidement nous oublions rapidement certains faits historiques ayant décrit la raison pour laquelle ces messieurs-là sont au pouvoir aujourd'hui chez nous. Il y a une journaliste que les Congolais n'apprécient pas beaucoup, mais qui a écrit un livre contenant des extraits très importants. C'est Colette Brackman. Colette Brackman a écrit un livre intitulé Les nouveaux prédateurs, politique de puissance en Afrique centrale. Quand vous lisez ce livre-là, à la page 187, je cite de mémoire, vous voyez pourquoi ces gens-là sont au pouvoir. Ils ne sont pas là pour les beaux yeux des Congolais. Ils n'ont jamais travaillé pour les Congolais. Ils sont là comme des capitaines médaillés. Ils sont là comme des nègres de service de multinationales. Ils ne se mettront jamais, mais au grand jamais, au service des Congolais. L'argent dont ils vont se servir pour pouvoir commander ces bus-là viendra d'où? Examinez leur programme de gouvernement. Cet argent risque de venir du Fonds monétaire international de la Banque mondiale. Or, vous-même, vous vivez en Occident. Vous voyez que partout en Occident, les jeunes s'élèvent, les syndicats s'élèvent, les mouvements sociaux s'élèvent pour crier contre les programmes d'austérité que leurs gouvernants sont en train de leur imposer. Et parmi les institutions financières internationales qui président à l'imposition de ces programmes d'austérité, de ces mesures d'austérité, il y a le Fonds monétaire international. Donc, il y a quelque chose qui ne va pas, et cela fondamentalement, c'est-à-dire les gouvernants qui ont fait le coup d'État en novembre et décembre 2011 travaillent pour l'extérieur. Ils ont des programmes de gouvernement extravertis, dirigés de l'extérieur par les institutions financières dites internationales, mais des institutions qui se servent de la dette extérieure de notre pays. Mais monsieur Mbelou, sans vouloir vous interrompre, oui. Monsieur Mpogno, le nouveau Premier ministre de Kabila, l'a bien dit que cette fois-ci, le gouvernement va s'atteler à l'amélioration des conditions de vie de la population. Mais lorsqu'on observe une telle situation, la population qui fait de très longues distances à pied, et d'après Radio Okapi, les mêmes jours, il y a eu une pluie battante dans la ville. Imaginez-vous un peu tous ces gens qui font de très longues distances à pied sous la pluie en plus, et maintenant on nous promet 200 bus.
bon, c'est du déjà vu, mais moi je me pose la question et je vous la pose aussi. Est-ce que y aura-t-il une autre manière de gouverner ou bien c'est juste une incantation ou voilà. Non, ils feront la navigation à vue jusqu'au jour où la majorité de notre population va les chasser du pouvoir qu'ils font semblant de pouvoir gérer jusqu'à ce jour. Parce que ces gens-là, comme je le disais, ne sont pas là pour être au service du Congo. Non, ils sont au service de leur nombril, ils sont au service de leurs poches qui ont pris la place de leur cœur, et ils ne serviront jamais les Congolais. Mais ouais, à quelque chose, je disais, à quelque chose malheur est bon, dit-on. Lundi, les Congolais ont expérimenté le fait qu'ils sont une force. Imaginez-vous, monsieur Etienne Ngandou, que les Congolais se rendant compte que le gouvernement en place est corrompu et que sa police est tellement corrompue qu'elle ne permet pas aux Congolais qui voudraient se débrouiller de pouvoir mettre leurs véhicules à la disposition de leur clientèle. Imaginez-vous que ces Congolais, dans toutes nos provinces, disent pendant une semaine, nous ne mettons pas nos véhicules sur la voie publique pour le transport. Le pays serait paralysé et ces gens-là partiraient. Mais comme la plupart de nos compatriotes vivent au jour le jour, ils sont obligés de pouvoir interrompre cette grève-là pour pouvoir survivre. N'empêche que nous puissions aussi souligner le fait que il y a un désordre indescriptible chez nous. Un désordre tellement indescriptible que les règles de circulation n'existent pas. Quand vous êtes à Kinshasa, vous avez l'impression que vous êtes en enfer. Chaque chauffeur fait ce que bon lui semble. Il n'y a pas un minimum de règles observables par le maximum de chauffeurs. On roule dans tous les sens. Il n'y a pas de feu, il n'y a rien. Et il y a des accidents assez régulièrement. Donc, mis entre parenthèses, ce fait qu'il est souhaitable qu'il y ait un minimum de règles pour régulariser la circulation, nous avons affaire à des aventuriers qui ne vivent que de la corruption. Et c'est ça qui paralyse le trafic et les efforts individuels que déploient certains de nos compatriotes pour avoir des bus à mettre au service du transport en commun. Pour finir, la société civile congolaise annonce avoir collecté plus de 20 000 signatures pour obtenir la démission du bureau de la commission nationale, la commission d'Ngoï Mulunda, la CENI, et elle va les déposer à l'Assemblée nationale. Pensez-vous qu'une telle démarche a des chances d'aboutir? Un miracle est possible, mais je vous dis que cette démarche n'a pas la chance d'aboutir. Pourquoi? Pour la simple raison que ceux à qui cette société civile va demander la démission de la CENI font partie du jeu même de Ngoï Mulunda. C'est un cercle vicieux. Vous n'allez pas demander aux pyromanes de devenir des pompiers. Ils savent ce que Ngoï Mulunda a fait avec leur complicité. Donc, c'est demander aux pyromanes de pouvoir devenir des pompiers. Et si jamais cela réussissait, ils feraient tout pour pouvoir maîtriser la commission électorale indépendante qui pourra venir après. À mon avis, il faut tout simplement annuler tout ce processus. Si ces messieurs et dames étaient assez sérieux et qu'ils aimaient le Congo, ils organiseraient par exemple un deuxième tour de l'élection présidentielle. Mais ils ne le feront jamais parce qu'ils ne sont pas là pour être au service du Congo. Merci beaucoup, M. Mbelou, et à la semaine prochaine. Merci bien, M. Etienne Ngandou, à la semaine prochaine.